Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Alassane Ouattara, 78 ans, a été investi le 14 décembre pour un troisième mandat controversé à la tête de la Côte d'Ivoire lors d'une cérémonie au palais présidentiel en présence de Nicolas Sarkozy et Jean-Yves Le Drian. La France était effectivement représentée par son ministre des Relations extérieures, Jean-Yves Le Drian, pendant que l'ex-président Nicolas Sarkozy était l'invité d'honneur de la cérémonie. L'opposition ivoirienne, qui continue de contester la réélection de Ouattara, est restée muselée. Mais quels sont les non-dits de la présence de Nicolas Sarkozy et Jean-Yves Le Drian à l'investiture de Ouattara? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bondakani et le docteur Bertrand Tassinda qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Mais avant cela, nous allons évoquer, donc je vous l'ai dit à l'introduction, l'investiture de Alassane Ouattara, les non-dits notamment de la présence de Nicolas Sarkozy et de Jean-Yves Le Drian. Pour en parler donc sur ce plateau, déjà, vous êtes là, président Bondakani, votre amitié ne nous a jamais fait défaut. Une fois de plus, il me reste simplement à vous dire merci et bonjour. Ben, Bungo, je considère ça comme un devoir. D'ailleurs, je l'ai toujours considéré ainsi. Militer, c'est une forme de devoir. Et une façon de payer la dette qu'on a envers ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la liberté et de la dignité humaine. Nous avons été à l'école de nos illustres prédécesseurs qui nous ont légué des traces à partir desquelles nous avons compris ce que veut dire être libre dans l'histoire. Pas sur le papier, être libre dans l'histoire. Ils nous ont appris à faire des guerres contre nos ennemis avec des armes qui dépendent de la conjoncture. Mais c'est une dette de guerre que nous avons avec tous ceux qui nous ont précédés. Je voudrais te saluer parce que nous sommes très à l'aise sous ta modération au regard de la grande expérience qui est la tienne dans le milieu de la presse au Cameroun et maintenant dans le milieu de la télévision où tu nages comme un poisson dans l'eau. Je voudrais saluer... C'est flatteur. Non, je ne flatte pas les gens. Je dis ce qui est. Je voudrais saluer les téléspectateurs répandus dans le monde entier, la grande famille du débat panafricain, une famille historique qui fait l'histoire, les techniciens. Mais je te laisse présenter un autre illustre panéliste qui est un frère, qui est un ami, qui est un camarade, avec qui je partage des choses particulières. Absolument. Puis, vous êtes également là, Bertrand Tassinda. Merci d'avoir honoré notre invitation. Bonjour, monsieur Mbungo. Bonjour. Vous êtes très élégant avec cette cravate rouge. Merci. Mais comme vous. Bonjour, président national. Merci. Merci, président, de m'accompagner à cette émission. Merci. Bonjour aux millions de téléspectateurs et à tous ceux qui nous écoutent. Monsieur Mbungo, deux phrases rapidement. Oui. Un bonjour à nos militaires. Nous avons 3 de nos enfants militaires qui passent devant le tribunal militaire en ce moment. Excuse-moi la tautologie. Merci à vous, donc, Bertrand Tassinda. Luc Michel, bonjour. Vous êtes également en direct avec nous à travers Zoom. Je voudrais vous accueillir avec ce sujet d'accueil, l'investiture d'Alassane Ouattara, où on a vu Nicolas Sarkozy et Jean-Yves Le Drian qui représentaient, dit-on, la France officielle. Et moi, j'ai envie de vous poser la question. Vraiment, Nicolas Sarkozy et Jean-Yves Le Drian, est-ce qu'on peut dire qu'ils se sont positionnés là comme des véritables représentants, vendeurs, représentants placiers, qui essayent de oindre d'un manteau de légitimité le nouveau pouvoir d'Alassane Ouattara, qui, comme on le sait, est contesté de toutes parts? Bonjour Fred, bonjour aux camarades panélistes. Je n'essayerai pas de les battre dans leur assaut d'amabilité ce jour, mais j'ai grand plaisir à les retrouver. Bonjour à l'équipe technique qui, comme tous les dimanches, fait un challenge avec cette double émission, et bonjour à nos téléspectateurs. Il faut comprendre que les 2 piliers de la France-Afrique qui étaient là, à l'investiture de Ouattara, Le Drian qui représentait la France-Afrique officielle, le Quai d'Orsay, l'Élysée et bien entendu toute cette France officielle qui 60 ans après Focard fait encore le même travail qu'elle pour voler aux Africains leur indépendance. Et Sarkozy représentait les firmes, les sociétés françaises, les multinationales. Il faut savoir que l'une des caractéristiques de la France-Afrique, c'est qu'elle a toujours reposé sur 3 piliers. C'est son historien Jean-Pierre Batte
dans son livre La fabrique des barbouzes qui l'explique. Il y a la France officielle, Quai d'Orsay, armée, service secret officiel, je précise, le SDEC à l'époque, aujourd'hui la DGSE. Il y a la France des barbouzes, les réseaux Focard, les voyous, les mafieux. Dans la première France-Afrique de Focard, par exemple, la mafia corse jouait un grand rôle. Aujourd'hui, ce sont les mercenaires des groupes armés qui se déploient entre les frontières du Soudan et les frontières du Tchad, de la RCA et du Cameroun. Et il y a un troisième pilier à cette France-Afrique, c'est les sociétés françaises, au premier rang desquelles il y avait Elf de Nutotal. Sarkozy, il fait une deuxième carrière, il s'est reconverti, on appelle ça un VRP en France, il s'est reconverti en administrateur, vendeur, lobbyiste de ces firmes. Il représente notamment le groupe Accor, il représente Bolloré, c'est Vivendi et Canal+, et il est venu apporter à Ouattara ce double soutien, les sociétés françaises étant évidemment directement intéressées dans le maintien de l'influence sur le précaré français. On a un peu vite enterré Sarkozy, et moi, à chaque fois qu'on parle de ces casseroles qui traînent, ces nombreux Français, ces accusations d'avoir dirigé une bande de malfaiteurs avec les affaires L'Oréal poursuivre, et puis la justice l'a déclaré coupable, mais a décidé qu'on avait mis trop longtemps à le poursuivre et qu'il ne pouvait donc pas être condamné à une peine concrète. C'est ce qui va probablement arriver. Sarkozy, c'est un homme extrêmement riche. Il est devenu riche non seulement avec son affairisme, mais avec son mariage avec Carla Bruni. Carla Bruni, c'est pas seulement une chanteuse à la mode, c'est l'héritière de la 5e fortune italienne, les Tedeschi. Et Sarkozy lui-même, qui a épousé Carla Bruni en communauté de biens, il s'est vanté d'être devenu immensément riche par son mariage. À côté de ça, il a un cabinet d'affaires. Il s'est associé à l'ancien pilier de la France-Afrique, celui qu'on appelle Bourgi. Bourgi était considéré comme le monsieur Afrique officieux de Chirac, de Sarkozy et de Balladur. Et il s'est associé aussi avec les milieux qui soutiennent Macron, la banque Rothschild notamment. Si au début de la arrivée au pouvoir de Macron, Sarkozy était encore poursuivi par la justice, notamment sous instruction de François Hollande, aujourd'hui Sarkozy est réconcilié. C'est un conseiller officieux de Emmanuel Macron. Ils sont très proches les uns des autres. Et sa présence à l'investiture de Ouattara, ça équivaut à un adoutement par la France officielle, Le Drian plus Sarkozy. Ça veut dire que ce Ouattara qui est isolé dans le monde entier, notamment par les Américains qui, eux, n'en veulent pas, toutes les firmes de monitoring électoral, NDI, Centre Carter, qui dépendent du Congrès du Sénat des États-Unis, sous une forme bipartisane, ont condamné l'élection. Le Drian, Macron, Sarkozy ne l'ont pas fait. Il faut constater quelque chose. 60 ans après, eh bien, cette France-Afrique, elle est toujours celle de l'affairisme, celle des barbouzes, celle des sales méthodes. En un mot, elle est toujours aussi infréquentable. Merci à vous, Luc Michel. Une France-Afrique toujours aussi prégnante, Bertrand Tatinda. Si on peut comprendre que Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, s'est mis en VRP de luxe pour les firmes françaises auprès du nouveau pouvoir ivoirien, la présence de Jean-Yves Le Drian interroge par contre. Interroge pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que à son avènement, Emmanuel Macron a annoncé au monde entier vouloir faire disparaître ce qu'il appelait la France de papa, ce paternalisme, cette relation incestueuse. On est à peu près à 4 ans, 3 ans de son mandat, rien n'est venu. Et puis, la deuxième raison, évidemment, c'est que cette France-Afrique qu'on croyait donc dépassée est toujours aussi prégnante. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, on a bien vu Emmanuel Macron
dérangé un peu vraiment aux entournures, gêné aux entournures avec ce troisième mandat de Alassane Ouattara. Et maintenant, le fait que Jean-Yves Le Drian soit présent à cette investiture, est-ce que cela vaut adoubement? Mais vous y avez cru à M. Emmanuel Macron? Il n'y a qu'Africains qui croient. Je vous rappelle que M. Sarkozy, lors de son discours d'investiture, je crois à la porte de la Villette, devant 10 000 femmes en délire, crie: je serai le président des droits de l'homme. Je ferai respecter les droits de l'homme. Je serai du côté de la vérité. Le monde doit être plus juste. Nous devons finir avec les injustices. Ça a été une crapule. 5 ans de présidence. Une demi-douzaine d'affaires sur les fesses. Et ça n'est pas fini. Vous y avez cru, vous? Et on applaudissait. Et vous avez devant, vous avez une Ramayad qui y croyait, souriait. C'est une africaine, c'est africaine. Vous avez les Kouchner qui souriaient, anciens génocidaires au Biafra. Mais c'est quel cirque? Donc quand la France se livre pareille pitrerie à la face du monde, il n'y a que dans les pays africains où on croit. Et des gens espèrent. Et des gens vous disent que vous voyez le renouveau en France. Un jeune est arrivé, la politique va changer. Et même des hommes politiques qui aspirent à gérer notre destin commun se disent que on va aller chercher à être adoubé là-bas. Dans ce qu'il a appelé le conseil, comment je vais dire que africain, qui en quelque sorte le conseil. Vous savez quel type de personnage il y a? Il y a un individu qui a joué au football, Adjobi Boko. Il n'a été ni sélectionné en équipe du Bénin, ni en équipe du France. Un piètre footballeur. Voilà le type d'individus qui doivent définir le nouveau contrat entre la France et l'Afrique. Et Africains y croient. Vraiment, laissez-nous cette histoire, vraiment. Nous n'y avons pas cru. Luc Michel vient de le démontrer de façon claire. Cette histoire-là aussi, c'est le résultat d'une piètre gestion et d'un mauvais héritage de ce qu'on appelle le fouettisme. C'est la famille, comment je vais dire, les enfants adoptifs de l'oufouettisme. Voilà pareil spectacle qu'ils offrent. Quand on dit aux gens de venir en politique avec un minimum de conviction, quand on explique qu'on ne peut pas gérer un pays, quand vous n'avez pas d'amour pour ce pays, quand vous n'êtes pas nationaliste, quand vous n'avez pas de projet, je suis bien, il faut respecter le patriarche Houphouët. Son âge, il a quand même été le père de la Côte d'Ivoire moderne. Mais excusez-moi, ce monsieur a été aussi extrêmement néfaste. C'est lui qui commence à combattre l'organisation de l'unité africaine. Je ne veux pas vous apprendre les deux courants qui se sont affrontés. C'est Houphouët-Boigny. Je vais même plus loin. Il va être complice de la France pour chercher à détruire l'un des plus grands pays d'Afrique qu'on appelle le Nigeria. Et nous, au Cameroun, on va beaucoup en pâtir. Parce que dans cette histoire du Biafra, on va perdre beaucoup d'officiers. Et surtout, le pays se construisait. On avait 7 ans, 8 ans d'indépendance. On va accueillir près de 4 millions de Nigérians. On n'avait pas d'espace où leur mettre. Le Cameroun va montrer sa grandeur. On va les accueillir. Beaucoup sont repartis après la guerre. Beaucoup ne sont pas repartis. Ça fait que sur une population de 25 millions d'habitants, vous avez au Cameroun près de 4 millions de Nigérians. Ça a été la politique aussi de M. Houphouët-Boigny, qui n'a rien pu donner. Et on nous expliquait que c'est un miracle. Le miracle ivoirien, ça tenait à quoi? À la vente de la fève de cacao. Pas un seul instant. Pas un seul instant dans le fouettisme, il ne va penser Côte d'Ivoire. Je vais plus loin. Mais là où l'histoire devient intéressante et choquante, c'est qu'il aura des héritiers. Il va remettre à un le président Bédié. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que le président Biya et le président Bédié font partie des gens que Dieu a presque tout donné. Parce qu'au Houphouët-Boigny va lui donner un pays pratiquement construit, une belle capitale, des Ivoiriens accueillants, un palmarès, premier producteur de la fève de cacao, un parti unifié avec des cadres solides. Aujourd'hui, vous n'avez rien à voir entre certains cadres du PDCI et ce que j'appelle l'ancien PDCI. Avec les Dona Fologo, les Yassé, les Konambani, des grands cadres. Le débat était, c'est vrai qu'ils représentaient l'ultralibéralisme, mais il y avait des débats de fond, il y avait du contenu en politique. Eh bien, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous sortir, comment je vais dire, que ce concept d'ivoirité, où il va rien mettre à l'intérieur. C'est pas le concept d'ivoirité qui est un problème. C'est que le concept d'ivoirité n'aura pas de contenu, il n'y aura rien. Si le concept d'ivoirité était spécificité industrielle ivoirienne, spécificité, comment je vais dire, qu'en termes de développement économique de la Côte d'Ivoire, mode de développement culturel de la Côte d'Ivoire, comment je vais dire que gestion
du patrimoine ivoirien, eh bien on ne serait pas là. Ça tout simplement était quelque chose de creux avec un certain type d'individus qui concevaient le pouvoir comme le pouvoir d'une ethnie des Baolés, la grande famille Baolé, la grandeur des Baolés, c'est-à-dire une conception villageoise, fasciste, tribaliste de l'affaire. Ça a fait exploser le vivre ensemble de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que le premier coup d'État de décembre 1999, c'est à chercher véritablement dans cette famille fouettiste toujours. À côté de ça, par contre, il y avait un autre courant politique qui estimait que non. Ce courant politique auquel je suis relativement proche, le FPI. D'ailleurs, le président Gbagbo ira à l'élection présidentielle avec le président Houphouët. Or, ce qu'on va voir à l'installation, c'est tout simplement la branche économique de ce qu'on appelle le CAC 40, la puissance financière française. C'est eux. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Luc Michel. Monsieur Le Drian représente aussi les intérêts du CAC 40. Le CAC 40, c'est 70 à 80% des transactions boursières en France. C'est 75% du produit intérieur brut. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils ne font que 30% de leur produit intérieur brut en France. Ça veut dire que quand vous faites 75% moins 30%, vous avez 45% du chiffre d'affaires du CAC 40 qu'il faut faire à l'étranger, et notamment chez Africains. Parce que les retours d'investissement en Afrique, nous avons des retours d'investissement de l'ordre de 9 et de 10. En France, c'était de l'ordre de 0,025. On estime que c'est le jackpot quand c'est 0,5. Nous, on en a des retours d'investissement de l'ordre de 7, 8, 9, 10. Eh bien, on crée une branche armée, on crée une branche économique financière et on trouve des enfants de la Côte d'Ivoire prêts à assumer ce rôle pour détruire leur pays. Et certains aujourd'hui trouvent que le spectacle véritablement n'était pas intéressant. Alors qu'ils vont accepter ça, ils vont pâtisser ça. Je conclus en disant que c'est aussi l'échec d'une partie de la classe politique ivoirienne. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas parler du peuple ivoirien. C'est un peuple fort, digne, grand, qui s'est battu avec les moyens, mais avec des piètres dirigeants, avec des pieds nickelés à la tête de la politique, avec des patriarches dont on nous explique qu'il faut aller faire allégeance dans une histoire qu'on appelle un CNT bidon, qui est un véritable échec. On reviendra là-dessus. Véritablement très triste pour toute l'Afrique, pour tous les Ivoiriens, de voir encore piteux spectacle ou des hommes politiques ivoiriens dans lesquels on nous disait d'aller nous reconnaître dans une alliance factice, dont on savait que c'était un véritable bal d'hypocrisie, un peu comme cette histoire du M5 au Mali, où tous ceux qui ont été responsables de la faillite de l'État malien se retrouvaient derrière un imam démagogue pour dire que voilà la révolution malienne. Nous sommes très déçus, monsieur Mbungu, excusez ma colère, je suis relativement assez posé, mais ce pareil spectacle-là a été une véritable honte pour toute l'Afrique et véritablement pour des générations encore à venir. Vivement que les véritables patriotes ivoiriens ne baissent pas les bras et engagent comment je vais dire que une grande forme de concertation pour se libérer de cette histoire. Mais là où c'est parti, j'ai comme l'impression que la Côte d'Ivoire ne va pas s'économiser d'une deuxième guerre. On espère que cette prédiction, en tout cas, que cela n'aura pas lieu pour le peuple ivoirien. Donc, vous dites que c'est un peuple très fort. Président Badakani, nous avons donc vu le président Alassane Ouattara investi de son nouveau pouvoir, mais tout seul. J'ai envie de vous poser la question finalement, que vaut cette présence française à cette investiture et pourquoi est-ce que la France continue tant à faire courir les dirigeants africains? Non, vous parlez de présence française, je pense que... Alors là, ça aurait été un vrai lapsus. Pas à la Joe Biden, qui fait le lapsus de 10 minutes. Non, M. Bongo, pour être plus sérieux, il ne s'agit pas de la présence française. La France a confisqué la Côte d'Ivoire. Elle a arraché la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens par la force, le vol, l'égorgement, la violence absolue. Elle a arraché un bien qui ne lui appartient pas, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et elle partage ça au monde entier, à ses amis, à toutes sortes d'alliés. La France vend une marchandise qu'elle n'a pas. Elle a fait croire aux gens que c'était sa marchandise. Et ça marchait bien jusqu'à ce que les voix qui avaient été dépossédées de leurs biens commencent à dire, mais écoutez, on nous a volé nos biens, ça ne lui appartient pas, ce sont nos biens. Elle a tué, elle a massacré, elle boit du sang, la France, elle détruit. Bref, c'est l'abjection suprême, c'est la politique de l'abjection. Je ne sais pas si les gens comprennent le mot abjection. Hein. L'abjection, c'est le mal suprême. C'est-à-dire que c'est le mal dans son expression absolue. Donc, c'est ce que la France fait en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, ce n'est pas une présence française, c'est que la France a arraché la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens depuis la colonisation.
C'est ça qu'il s'agit de dire. Et on ne comprend pas ce drame-là si on évacue cet aspect des choses, qui est la pierre angulaire de toute lecture sérieuse de la situation ivoirienne. L'abjection s'est manifestée ce jour-là par le fait que, commençons par ce qui fait rire, la criminocratie d'État français a pris une autre dimension en Côte d'Ivoire. Je voudrais commencer ici par convoquer le fait que tous les intellectuels africains, c'est mon gars, il est aujourd'hui dans il est à la batte, tu le connais bien. Il est à la batte. La Chine Bembe, ils ont vanté Ouattara. Hein. Ils ont vanté Ouattara quand ils prenaient le pouvoir. Au point de... Il a trompé tout son monde. Il n'a pas trompé. Il n'a pas trompé. Puisque même Guillaume Soro dit, ce monsieur, quand il me parlait, je pouvais lui donner le bon Dieu sans Non, il n'a rien trompé. Mais pendant qu'il lui parlait, ce Babo ne lui parlait pas. Ah, ouais. Alors, on écoute ce qu'on veut écouter. Non, c'est Guillaume Soro n'a pas d'excuse. Je ne peux pas parler de lui. Il est dans son chemin de Damas. Espérons que... il deviendra Paul. Il passera de Saul à Paul. Donc, je suis en train de dire que M. Ouattara, on nous a vendu ce type d'Africain. D'abord, qu'on a fabriqué dans des officines d'American Young Leaders, avec tout ce que cela comporte de lavage de cerveau, de dépersonnalisation extrême et comment on appelle ça? C'est comme nous faisons aujourd'hui avec les vaccins là. On fait ça là-bas depuis, c'est-à-dire on change votre âme. C'est-à-dire on change votre âme, on met notre âme en vous. Vous voyez quelqu'un là, il a la peau noire, mais tout ce qui est intérêt de l'Afrique l'horripile. Il ne peut pas entendre parler. C'est-à-dire il déteste quand on parle de l'Afrique au sens des fois les intérêts africains. Ce type d'individu, le président Ouattara incarne ça. Alors on nous a vendu ça en disant que non, ils avaient la compétence cadeau, ils étaient compétents. C'est-à-dire il était DG du FMI. Comme si avoir été au FMI, c'était une référence. Et les gens ont oublié que hier, Tchundjan Pemi était au FMI et il a dit que c'est horreur. Il a démissionné, il a appelé ça fonds de misère instantané. Donc tout intellectuel sérieux, et d'ailleurs, les Célestins Monga se sont revendiqués, se revendiquent toujours d'être les enfants de Tchundjan Pemi. Mais comment ils l'ont lu? Au point d'oublier la partie essentielle de sa vie qui a dit que le FMI, c'est l'horreur. Il ne faut pas y aller. Alors on nous a présenté les Ouattara comme étant les parangons de la compétence, la nouvelle génération d'Africains, de leaders. Et toute cette élite a joué le jeu de Ouattara, a joué ce jeu. De dire que c'est l'incarnation de la nouveauté. À partir du président Ouattara, les gens comme la génération des présidents Biya et autres incarnaient le mal, la honte, les ténèbres face à la lumière. Ils incarnaient le Moyen-Âge face à la modernité, incarnée par Ouattara. Eh bien, voilà donc ça. Que personne ne fasse semblant de ne pas voir. Aucun intellectuel africain qui est entré dans ce train-là de la modernisation du continent africain à travers des gens hyper compétents parce qu'ils avaient fait un tour dans cette boîte de merde qu'on appelle le FMI, n'est-ce pas? Que personne ne baisse la tête. Eh bien, voilà le résultat, M. Bongo. Voilà le résultat. M. Ouattara, voilà ça. Voilà le résultat, M. Bongo. C'est-à-dire que voilà la modernité. Faites-le. Voilà la modernité, M. Bongo. D'ailleurs, on a dit que M. Ouattara, il était un grand économiste. Nous, on a cru à ça. Oui. On a dit qu'il avait 10 PhD en économie. C'est-à-dire, il est docteur en doctorat en économie. Et nous, on regarde. Et depuis qu'il est là-bas, on voit bien que M. Ouattara ne comprend rien en économie. C'est-à-dire, il ne comprend rien en économie, puisque il peut... Qu'est-ce qu'il fait? M. Ouattara nous a dit que le franc CFA, c'était le paradis, pendant que nous on disait que c'était l'enfer, pour revenir après, reprendre mot à mot nos arguments. Mais il y a plus grave. C'est-à-dire que M. Ouattara plébiscite comme croissance la vente de la drogue. Vous savez que l'État de Ouattara, c'est un État de la drogue. C'est-à-dire, au plus haut niveau de l'État, l'économie consiste à vendre de la drogue. Des gens sont impliqués jusqu'au cou, y compris jusqu'au sommet de l'État. C'est-à-dire, on se demande si demain, M. Bakayoko était interpellé, s'il ne pouvait pas demain nous dire que non, en fait, je ne suis que le bras avancé du président. Tout à fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous savez, Bakayoko peut nous dire ça. Hein? Le Premier ministre peut dire ça aux Africains demain. Si on le prend là et qu'on tord son cou 2 fois, il peut dire non, vous voyez, vous me tuez pour rien. Le vrai patron, c'est le président et son épouse. Je dis pas ça, je dis qu'il peut dire ça. Il peut dire ça demain. Donc vous voyez que la croissance, c'était une croissance droguée. Artificielle, ouais. Non, droguée. C'est-à-dire l'économie fume la drogue.
C'est-à-dire l'économie fume la drogue et prospère parce qu'on drogue l'économie. Donc on ne fait pas de l'économie. Et sur le plan politique, c'est l'horreur absolue. Le mensonge, on tue, on marche sur 16 000 morts pour arriver au pouvoir, on bombarde un palais présidentiel, on trucide une constitution, on ne respecte rien. Tout ce qui fonde la politique en termes d'activité de gentleman, M. Ouattara a craché dessus pour remplacer ça par la sauvagerie la plus absolue, la cruauté, la barbarie, qu'on élève au niveau des valeurs au point où on peut s'inventer. Et l'investiture, ça a été alors le sommet. Alors, Sarkozy, une horreur vivante. Sarkozy, c'est une horreur vivante. Vous voyez ces messieurs. C'est une horreur. C'est-à-dire que mais je pense que ça va plus durer. C'est-à-dire que Sarkozy vient en Afrique de cette manière et repart. Ça veut dire que ça ne peut plus durer. Bon, ça aurait été ailleurs. Sarkozy aurait déjà été lapidé dans le continent. Ça aurait été ailleurs, quelqu'un serait déjà immolé sur lui. C'est-à-dire, comme on dit au quartier, on meurt en même temps. C'est-à-dire, je brûle avec toi. Mais cet être arrogant montre qu'on est plus loin de la fin. Mais il y a plus grave. On a rempli la Côte d'Ivoire de blanchettes. C'est quoi les blanchettes? C'est les fillettes blanches qui portent des couteaux robes et si elles lèvent le pied, vous voyez leur slip, qui fuient le confinement en France, parce que là-bas, les gens se suicident de matin, midi, soir maintenant, en France, à cause du Jupitérien qui est à la tête du pays, qui lui-même maintenant nous sort le cinéma du Covid. Il fait le cinéma, il dit qu'il a le Covid. Donc, le Jupitérien fait qu'aujourd'hui en France, les gens se suicident. Alors l'investiture devient quoi? On ramasse les cousins de l'épouse de Ouattara, les cousins de Sarkozy, bref. La petite compagnie, vous savez que les gens là veulent légaliser la pédophilie. Donc faites le lien. Si les gens peuvent vous... M. Macron nous a dit qu'à partir de 405 ans, un enfant pouvait être responsable de sa vie sexuelle. Donc si les gens prennent pour base 5 ans, bon, quand vous voyez les blanchettes qui ont rempli l'envoi les blanchettes là, mais elles ont plus de 5 ans. Il y en a qui ont 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Donc ça pouvait être aussi derrière qu'après l'investiture la nuit, mais il y a des partous indécentes. Bon. Des orgies, mais j'assume mes mots, hein. Il y a des orgies, des orgies indécentes qui vont s'en suivre, M. Goumbo. Donc on est arrivé à un niveau de putréfaction. C'est-à-dire c'est un niveau de putréfaction de la politique, n'est-ce pas? Comme vu là-bas, dans ce marécage que le président Ouattara alimente en Côte d'Ivoire, c'est un niveau de putréfaction qui est insupportable. Mais qu'est-ce que les gens vont encore dire? Ils vont défendre quoi? Je l'avais dit ici que M. Ouattara passera. Parce qu'il savait qu'il va tuer tout le monde pour passer. Mais que tout ce qu'il va faire après va aggraver son sort. Mais est-ce que cette investiture l'a honoré? Il a même fallu qu'il n'y ait pas d'investiture. Parce qu'on est quand même à une saison où, en Afrique, il y a des images qui font honte. Mais que quelqu'un qui dit qu'il est président n'est pas honte, n'est pas ce genre de honte, mais c'est un indicateur clair que vous avez à faire. Il y a là-bas une espèce de dérèglement moral, à tout point de vue, de dérèglement politique, où l'abjection a remplacé le bien, où le mal devient la norme. Et les gens pensent qu'avec ça, on peut prospérer. Et M. Bungu, la Côte d'Ivoire a été arrachée à son propriétaire légitime, historique et légal, qui est le peuple, pour tomber dans les mains des bandits. Et à l'époque, tu vois, dans la Bible, on parle ça, c'est-à-dire qu'on parle du Samaritain qui avait été malmené par les bandits. Donc la Côte d'Ivoire est comme ce Samaritain qui est tombé dans les mains des brigands qui se partagent le pays avec la complicité de ce que tout à l'heure Bertrand a appelé, tu as appelé quoi? Des politiciens, tu as utilisé la vertu que j'ai oublié là, pour dire qu'il ne va rien. Il n'y a rien du tout. Il ne va rien du tout. Donc la Côte d'Ivoire est tombée, il se partage. Bon, on ne va jamais accepter ça. D'accord. C'est inacceptable. Vous savez, je répète, c'est inacceptable. Je termine. Oui. Et ça, c'est mon point pour rappeler que pour nous, au NMP, c'est clair, on est constant. La légalité en Côte d'Ivoire s'est arrêtée avec le président Gbagbo. La légalité a été déportée à la CPI avec le président Gbagbo. Maintenant qu'il est en train de rentrer, nous espérons que la légalité va retrouver, c'est-à-dire que sa véritable destinée, par le rétablissement de la justice. Moi, j'ai toujours dit que les gens qui ont arrêté le mandat de Gbagbo, de la manière que tout le monde sait, doivent le mettre au pouvoir pour que la justice soit faite. Tous les bricolages qu'on fait là, moi je regarde ça, j'ai ri. Tous les contrats qui sont signés en Côte d'Ivoire, M. Bungu, par M. Ouattara et tous ces gens-là, relèvent du brigandage absolu et n'ont aucune valeur de légalité. Le jour où il y aura des patriotes ivoiriens qui reprendront leur pays, première chose à faire, c'est d'annuler tout ça. Ces contrats relèvent du crime. Cela est compris. M. Ouattara et tous ces clics n'ont pas dit. Ils ne peuvent pas engager la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas engager les Ivoiriens. Et moi, je crois à ça. La nuit peut durer 10, 20, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Mais le jour finit par s'élever. Ça parce que la nuit dure
qu'on croit que le jour est parti pour toujours. Et ça parce que la nuit dure, que nous allons revêtir les vêtements ténébreux sur nous, M. Bongo. Mais on est où là? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est inacceptable. Et nous, on sera constant pour le dire. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter qu'en plein 21e siècle, voilà le spectacle qu'on nous offre. C'est-à-dire que l'Afrique demain, c'est quoi? Ça va être les pays vont devenir des endroits où des malades mentales, des fillettes, des blanchettes, des gens qui ont des problèmes mentaux absolus. Ils viennent se réfugier là-bas, ils dansent, ils rient. C'est pendant que les Africains sont en exil dans leur propre pays, pendant qu'ils meurent de faim. C'est ce projet qu'on veut généraliser à tous les pays africains. C'est inacceptable. Je l'ai dit et je le maintiens. M. Ouattara sera la plus grande catastrophe qui soit arrivée au continent africain depuis 50 ans. Au contraire, cette investiture est venue confirmer que c'est au-delà de la catastrophe, c'est l'abjection suprême en politique. Merci à vous. J'accueille donc également sur ce plateau André Luther Meka. Vous êtes enseignant, mais vous êtes aussi un communicant du RDPC, d'où ma question. Que vaut la présence des officiels français à l'investiture des présidents africains? Je précise, pour ce qui est du Cameroun par exemple, on se voit très bien que le président Paul Biya s'est complètement affranchi de cette course effrénée vers une légitimation extérieure, parce qu'au cours de ces investitures, on ne voit pas les invitations à envoyer ici et là. Et donc, j'ai la question que je voudrais vous poser, pourquoi est-ce que les présidents, qu'est-ce qui fait autant courir les présidents africains vers cette quête de légitimité à l'extérieur, alors que la légitimité du peuple suffit? Je vous remercie pour cet accueil. Je voudrais saluer tous les millions de téléspectateurs d'Afrique Média. Ça fait longtemps que je ne suis plus venu ici et je renoue cette amitié avec les téléspectateurs d'Afrique Média. Je voudrais dire que je suis un peu embarrassé. Embarrassé parce que je suis militant du RDPC et je suis souverainiste, c'est-à-dire que je considère que les pays ont le droit de disposer d'eux-mêmes et de trouver les solutions adéquates par rapport, n'est-ce pas, à leur vision, à leur pays. Je voudrais également signifier qu'il y a une longue tradition, j'allais dire une filiation avec la France, notamment avec les anciennes colonies françaises. Et vous savez très bien que notamment au Cameroun, nous avons eu des gouverneurs français, les Debré, des Mesmer, et nous avons également eu, n'est-ce pas, des Français qui étaient au Conseil colonial. Donc, cette filiation historique fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a eu ce qu'on a appelé l'indépendance. Et cette indépendance était une indépendance de façade. Cela est resté effectivement une sorte de néocolonialisme s'est installé, où la France, notamment, a encore un droit de regard sur la monnaie, a un droit de regard notamment sur la vision politique du pays et un certain nombre de ressources économiques. Et notamment, cet affranchissement commence pas seulement dans certains pays, comme on peut le croire, mais comme disait Osagyefo, c'est-à-dire Kwame Nkrumah, il faudrait qu'il y ait l'Union africaine. Parce qu'on ne peut aller individuellement. Les Anglais disent « If you want to go far, go together. If you want to go fast, go alone. » Traduction en français, si tu vas aller loin, il faut aller ensemble avec tout le monde. Mais si tu veux aller vite, tu peux aller seul. Donc, c'est pour vous justifier le fait qu'aujourd'hui, il est important de signifier que la plupart des liens qui s'accordent avec les Africains sont des liens coloniaux, notamment sur le plan financier et sur le plan de l'ingérence dans la politique africaine. Et je voudrais signifier en ce qui concerne le thème du jour que il y a ce problème que nous constatons, nous les Africains, nous qui soutenons nos pays, que la France a une sorte d'ingérence dans les pays africains. Je voudrais vous signifier que en ce qui concerne notamment la Côte d'Ivoire, je vais vous remonter en 2003. En 2003, il y a eu j'allais dire une incidence à la résidence en Côte d'Ivoire. Il y avait un certain ministre qu'on appelait Dominique de Villepin. Il était le chef de la diplomatie étrangère. Il a été pratiquement séquestré par les Ivoiriens avec des pancartes à la présidence. Villepin terroriste,
la France prévaricatrice, le président Gbagbo a été obligé, n'est-ce pas, de fendre la masse pour venir, n'est-ce pas, délivrer le ministre de Villepin qui était assailli par les populations. Mais je voudrais vous signifier que le ministre Villepin n'a pas pris ça à la légère. Dans un dîner après avec le président Gbagbo, il a signifié que ce n'était pas un mouvement spontané et que effectivement, il va faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit affranchie, notamment accuser M. Gbagbo de vouloir embastiller la Côte d'Ivoire, de vouloir créer la guerre, du moins de faire en sorte que la Cour internationale de justice s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Je vous remonte là à l'origine même des problèmes de la Côte d'Ivoire. Curieusement, avec l'arrivée de Sarkozy, nous avons eu un certain discours. Il a dit que la France-Afrique c'est terminé. Il a dit, je crois qu'il avait dit que la France-Afrique c'est terminé. En 2007. En 2007. Oui. Et quand il a été élu président, il a promis la fin des bases militaires. Mais nous avons été surpris qu'en 2012, c'est lorsque la gauche arrive que la recolonisation militaire recommence de plus belle. Vous savez très bien que M. Hollande, avec l'opération Serval, c'est lui qui a envoyé les troupes militaires françaises au Mali et il a encore favorisé l'arrivée des troupes françaises en Centrafrique. Je crois qu'il est important pour les Africains, parce que je parle en tant qu'Africain, de savoir que nous devons nous décoloniser de cette ingérence qui n'est pas une ingérence factice. C'est une ingérence où nous allons continuer toujours à alimenter la France sur le plan économique, sur le plan des ressources humaines, mais aussi sur le plan culturel. Oui, mais je l'entends bien, André Luther Mika. Je sais que vous esquivez un peu. Tout ça peut se faire sans l'affichage des investitures. Moi, la question que je pose, pourquoi cet affichage indécent au moment où la rue africaine exprime sa plus grande désapprobation de ces relations incestueuses? Est-ce que tout ça ne peut pas rester dans l'ombre? C'est la question que je pose. Je vous ai dit que je suis souverainiste et je comprends très bien votre question. Mais en même temps, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. D'accord. Nous sommes dans l'ère mondiale. Mais le véritable problème que nous devons poser, c'est dans cette relation mondiale, si vous voulez la mondialisation, qui est le concert du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous on donne et qu'est-ce que nous recevons? Nous sommes là dans la théorie des jeux, gagnant-gagnant, ou la théorie des jeux à somme positive. Mais dire aux Africains aujourd'hui que nous allons nous couper du monde entier et que nous n'aurons plus besoin de la France, nous n'aurons plus besoin des États-Unis, c'est effectivement chimérique. Même si je sais que le potentiel des ressources minières, pétrolifères, nous permettent, n'est-ce pas, de vivre de façon suffisante, mais nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Et nous ne devons pas vivre dans l'esclavage. Parce qu'il faudrait aujourd'hui que les Africains soient respectés. C'est-à-dire que quand nous nous mettons sur la table, c'est du business. Et du business, c'est gagnant-gagnant. Et qu'on nous affranchisse de cette ingérence politique où on doit dire aujourd'hui que nous souhaitons, nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Afrique. Nous demandons aux chefs d'État africains, président tel, de pouvoir rencontrer tel. Ces injonctions doivent s'arrêter. Parce que les chefs diplomatiques, le ministre des Relations extérieures n'est pas le ministre africain des problèmes africains. C'est un ministre français. Le secrétariat d'État, le sous-secrétariat d'État aux affaires africaines, c'est un ministre américain. Il n'a pas le droit de pouvoir donner des injonctions à un président de la République, à une nation. C'est ça un peu ma position. C'est bien compris. Président Madakani, vous vouliez ajouter quelque chose? On sait bien, je veux dire, on n'a pas besoin de la présence de Nicolas Sarkozy ou de Jean-Yves Le Drian à l'investiture du président Ouattara pour que les grands contrats du pays soient donnés aux entreprises françaises. C'est ça le sens de la question. Que vaut donc cette présence? C'est la mafia. On fait comme si c'était compliqué.
Sarkozy a placé son pion au pouvoir. Et quand son pion se fait élire de manière aussi tragique, il vient à son secours. Donc ça donne plus de force? Non, ça dit, vous savez, entre mafias, on se soutient. Dans la mafia, on s'encourage. C'est-à-dire que si tout le monde te rejette et que ton frère mafieux vient te voir et te dit on est ensemble, ça t'encourage parce que au moins tu n'es pas seul. Donc ce sont ces copains coquins. C'est la camarilla. C'est-à-dire au sens le plus authentique du mot. C'est-à-dire des criminels qui se tiennent. Et qui ont des secrets entre eux. Je te tiens, tu me tiens. J'ai tué ici, tu as vu. Toi, tu as tué là-bas, j'ai vu. Et les solidarités des mafieux sont solides. Hein, parce que ce sont des solidarités. C'est l'amitié du crime. Je te tiens, tu me tiens. Donc, c'est ce que nous avons vu là en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien de noble là-bas. Il n'y a même rien de politique. Vous avez là, Sarkozy aujourd'hui, Luc Michel a dit, en passant, je salue Luc Michel. Hein, je reviendrai saluer Meka tout à l'heure parce qu'il nous doit des choses ici. C'est Meka, tout à l'heure, veut le saluer. Donc, nous saluons Luc Michel. Il a dit tout à l'heure, le lobbying là. Quand vous avez un ancien chef d'État qui vous dit qu'il faut du lobbying, ça veut dire quoi? Pour être un lobbyiste, quand on était chef d'État, il faut avoir placé quelqu'un quelque part à un poste stratégique. Donc, dès que vous voulez gagner machin en Côte d'Ivoire, vous allez voir Sarkozy et vous dire, ok, ma commission, ça sera 10%. Dès qu'il t'envoie le mot, tu es sûr? Parce que quand tu arrives, tu dis, tu mets tout le monde sur Sarkozy, votre travail va trembler comme ça. Puisqu'il se tient. C'est une engeance criminelle qui arrive au pouvoir par des voies les plus absolument mauvais. Donc ils se tiennent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce sont eux-là qui sont rassemblés. Maintenant, Meka dit un truc qui est important de revenir. Il a enrichi le débat avec des concepts élevés. C'est-à-dire quand il nous parle, il nous interpelle sur les notions d'autarcie, tout ça. Non, les Africains n'ont jamais dit qu'ils voulaient vivre en autarcie. Personne. Nous sommes dans la mondialisation depuis combien d'années? Depuis l'esclavage, c'est la mondialisation. La colonisation, c'était la mondialisation. C'est que le monde se suicide, M. Bongo. Et ça va continuer une mondialisation où les gens se suicident. Le projet de vaccination, c'est quoi? Quand maintenant, si le cas va aller demain à Paris ou bien à Londres, on va dire, ouais, ton passeport sanitaire. Vous savez ça, non? Vous voyez comment on entend ça en circulation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on t'a vacciné? Or, le vaccin, comme nous infligeait, aucun chef d'État, aucun ministre, tous refusent de prendre. Madame Sarkozy a dit qu'elle pas se vacciner. Madame Macron l'a dit. Brigitte a dit, Macron lui-même l'a dit dans un journal, le Brut, j'ai donné la référence ici. Il dit que non, cette affaire de vaccin là vraiment. Marine Le Pen, etc. Tous les ministres refusent de se vacciner. Mais on va demander à Meka, au nom de la mondialisation, de présenter son passeport sanitaire. C'est-à-dire de se laisser ingurgiter le poison le plus absolu qui ait jamais existé sur Terre. Ce maudit vaccin. Heureusement que les gens ne savent pas pourquoi ça ne passe pas. Donc pour dire que nous sommes arrivés à une phase où il faut que la mondialisation veut dire que nous nous donnons les moyens pour que le monde ne nous tue pas. Quand le monde devient fou, il faut qu'on puisse se préserver. C'est tout ce qu'on dit. Alors, si le monde devient fou comme il est perdu là, que nous sachions nous préserver. Il a bien expliqué que nous ne voulons. Les petits filles sont assis avec des robettes. Vous ne savez même pas où elles sont. Quels Africains voient ça? Alors que quand un Africain veut seulement mettre son nez dans un pays européen, maintenant on va lui demander un passeport sanitaire. C'est ça qui alimente cet anti-impérialisme le plus radical, que nous on est fiers de porter. Ce radicalisme-là, c'est ça qu'il faut assumer. Pour opposer ça, n'est-ce pas, à la trahison, à cette honte que nous voyons là devant nous. Regardez-moi ça, regardez tout ça. Même l'image parle, monsieur Bougou. On vous a bien suivi. On a même vu ça lors d'une investiture d'un président français, monsieur Bougou. D'accord avec nous? Quand un président français investit, on ne voyait pas des choses comme ça. Voilà un monsieur qui en France va être condamné bientôt. On a réclamé 4 ans de prison. Pour lui. Donc, non, il faut le dire. Et il croise les pieds comme un grand monsieur. On a dit que 2 ans de prison ferme et 2 ans de sursis. C'est au moins 11 dossiers ou 10 dossiers. Tout à l'heure, qui reste encore à examiner. Oh, ben c'est un type comme ça qui vient en Côte d'Ivoire. Alors, Luc Michel, je reviendrai à vous, Bertrand Tatinda. Luc Michel, vous avez suivi les autres panélistes après vous, mais j'ai envie de vous poser la question. Finalement, ce ballet, dit-on indécent, est-ce que ça ne fait pas le jeu de tout le monde? Parce que on voit quand même en Afrique, lorsque un président est chahuté par les autorités françaises, c'est l'opposition qui crie victoire. Est-ce que finalement le fait, pour un président qui doit être investi comme c'était le cas avec Alassane Ouattara, est-ce que compter parmi ses invités un officiel français, qui plus est ministre des Affaires étrangères, et puis un ancien président français, est-ce que cela ne vient pas dans la tête de ces dirigeants-là, lui apporter peut-être la légitimité qui lui manque sur le plan interne?
c'est surtout un défi de Paris aux puissances anglo-saxonnes de Londres et de Washington. Depuis quelques mois, les agendas des Français et des anglo-saxons divergent. Ils se font la guerre économiquement. Le Brexit s'est invité dans la politique africaine lorsque les anglo-saxons ont initié le Nigeria à la suite du sommet de Londres en janvier, le sommet Grande-Bretagne-Afrique, pour qu'on empêche les Français et Ouattara précisément de s'emparer à la fois de la CEDEAO et de l'ECO. Depuis, les anglo-saxons condamnent le régime de Ouattara et son élection. Aucun représentant d'autres États, en particulier des États africains anglo-saxons. À partir de ce moment-là, amener Le Drian, qui représente, et je ne voulais pas dire par Bertrand Tatinda, qui m'a mal écouté, je ne veux pas dire que M. Le Drian ne représente pas non plus les intérêts industriels français, mais son rôle principal, c'est dans la division du travail de la France-Afrique, c'est de représenter le premier pilier officiel, Sarkozy représentant le troisième pilier de la finance et du monde des affaires, ancien président français qui plus est, et je dirais que Sarkozy, il a servi de président français de substitution à la cérémonie de Ouattara. Macron, lui, ne s'est pas aventuré parce qu'il ne sait pas comment les rapports vont tourner. Le Drian, qui est le mentor de Macron, rappelons-le, qui a amené François Hollande et Macron au pouvoir, a démontré que M. Afrique aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait sous De Gaulle, que M. Afrique, c'est lui qui contrôlait l'Élysée et pas qui était sous ses ordres. Et donc Macron, lui, se tient un peu assis entre deux chaises. D'un côté, il ne peut pas ne pas soutenir Le Drian, qui est l'homme fort de la majorité française, mais de l'autre côté, Macron espère toujours, c'est l'homme aussi des réseaux américains, il espère se réconcilier, notamment avec le nouveau président Biden, et c'est cela, ce curieux ballet qui n'était pas un ballet diplomatique, mais ce curieux ballet géopolitique avec essentiellement des danseuses françaises qui est venu un peu défendre une France-Afrique qui est bien isolée aujourd'hui dans le monde. On me signale que nous avons M. Lamine Diop. Vous nous appelez depuis la Suisse et vous voulez intervenir. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Quel est votre avis sur les thématiques abordées? Ami, le président Badakani, et puis y compris les autres panélistes qui sont sur le plateau, et même le confrère Luc Michel. Bien sûr, la France fera tout pour renverser la donne au Cameroun et en Centrafrique, car c'est son avenir en termes de devises qui est mis en jeu. Mais la France s'est perdue, M. Le Drian et consorts. La France a perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a la Russie. Oui, il y a la Russie. Là où il y a la Russie, la France et ses amis consorts déguerpissent. Oui, les exemples sont là, ils sont très nombreux, on peut les voir. La Syrie, la Libye, la Biélorussie. Ousmane, vous nous appelez depuis Dakar, bonsoir. Merci d'être en direct donc sur le débat panafricain première partie. On vous écoute. Bonjour M. Bandakani, bonjour M. Bertrand Tassinder, bonjour M. Luc Michel, et bonjour toute l'Afrique. Et sans oublier le président d'Afrique Média, à qui nous devons vraiment beaucoup de remerciements. Cela dit, je commence par le problème de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est un malheur pour les Africains, mais seulement c'est un bien aussi. Parce que la France a fini de mettre à nu son visage de vampire, que tous les Africains ont maintenant compris. Et cela veut dire que, vraiment, je ne sais pas si ça sera quand, mais elle va partir de l'Afrique. Ça c'est sûr maintenant, il n'y a pas de doute là-dessus. Merci, au revoir. Merci à vous, Ousmane, depuis Dakar. Pasteur Soir, vous nous appelez du Ghana. Bonsoir à vous. On vous écoute. Quel est votre avis sur les problématiques évoquées au cours de cette émission? Bonsoir, Ngogo. Quel agréable d'être avec vous. Merci. Je salue Bertrand Tassida. Je salue le président Barakani. Je salue mon frère, l'homme au chapeau noir, dont je n'ai pas retenu son nom.
André Je Luther salue Neka. Michel, que la grâce soit avec vous. Sans oublier l'évangéliste Abel Besson, de sa position, et c'est André Michel Kenga, c'est que je sois salué. C'est ça. Mbungu, il faut dire que, avant d'aborder le sujet de la Centrafrique, je voulais quand même faire un clin d'œil sur Nicolas Sarkozy et Jean-Yves Le Drian, en Côte d'Ivoire, les non-dits d'une investiture illégitime. Je voulais simplement dire que, effectivement, c'est ce que nous avons dit, que c'est la France qui est à la base de la destruction de toute l'Afrique. C'est pourquoi, au temps de Kwame Nkrumah, dans les années 1965, lorsque Kwame Nkrumah à l'Assemblée nationale, il a tenu un discours et il parlait également au peuple ghanéen pour leur dire qu'il était important pour nous que nous soyons unis, nous soyons ensemble. Parce que l'unité va reculer également les Occidentaux et nous sommes unis, nous sommes forts. Aujourd'hui, ça s'implique à nous. L'unité s'implique à nous. Regarde ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Comment dire, la Russie, la Chine, qui dit non aujourd'hui à une intervention militaire au Cameroun, nous savions ça. Mais comment, à quel moment, nos parents, nos leaders africains doivent comprendre qu'il est important qu'on soit unis et que notre unité plutôt doit nous amener à travailler avec certains occidentaux qui sont prêts pour nous. Voici le cas de Luc Michel, qui était un Belge, mais qui est dans un combat de libération de toute l'Afrique. Il y a aussi des plans comme ça, tels que la Russie, la Chine, aujourd'hui, qui font aujourd'hui. Et quand les gens disent que non, blanc, moi je ne suis pas d'accord avec cette thèse-là. Ce qui est important aujourd'hui, comment nous allons faire pour ne pas que le Cameroun également soit assiégé? Comment nous allons faire pour ne pas que le Cameroun également tombe dans les mains? Parce que l'objectif, encore une fois, c'est cas de corps. Et si Sarkozy et le Dieu, aujourd'hui, à ce Ouattara est un candidat anticonstitutionnel et sa candidature également, c'est une candidature suicidaire et la France apporte des félicitations et il envoie même des éléments ou bien des émissaires pour venir également soutenir également cette investiture, ce qui veut dire que l'Afrique est en danger. Et c'est une guerre que la France a livrée à toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais c'est à toute l'Afrique. Voici le Cameroun qui est là. Qu'est-ce que nous allons faire? Il est important aujourd'hui que toute l'Afrique soit derrière le Cameroun. C'est ce qu'on appelle l'unité. Toute l'Afrique soit derrière le Cameroun, toute l'Afrique soit derrière la RCA. RCA aujourd'hui, on dit, ouais, en cas de Touadéra était dictateur. Il est dictateur où? Il faudrait que toute l'Afrique soit derrière lui pour que le 27, les élections aient lieu, de sorte qu'en cas de Touadéra, après les élections, et après plus de la Centrafrique, enfin qu'il... Peter, bonsoir. Vous nous appelez depuis l'Écosse. Vous êtes un fidèle parmi les fidèles. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Quelle est votre contribution à ce débat? Monsieur Fred Boumo et merci au call-center. Je salue vos invités, le président Panakani, monsieur Tatsinda et les autres dont je n'ai pas pu retenir le nom. Mais c'est pas grave, ils ont mon bonsoir. Je vais aborder les trois thèmes que vous avez dit. Je commence d'abord par le first. Ce qui m'intéresse, c'est Sonamine. Moi, je vais lancer un message au président de la République du Cameroun. C'est vrai qu'il a plus de l'âge. Il prend le bord de l'initiative, comme on dit en français. Mais malheureusement, ceux à qui on confie les clés de cette initiative n'ont le regard que pour leur ventre et non pas pour le Cameroun. Cette structure qu'on a créée, c'est pour pouvoir superviser toutes les grosses multinationales qui vont venir au Cameroun pour exploiter le mine. Et peut-être, dans une autre perspective, faire comme le Botswana, créer des structures pouvant transformer des matières premières en produits finis ou semi-finis. Ça va comment créer le plus-value. Et ça, nous, les gens de la diaspora, on a ces capacités de pouvoir le faire et apporter une pierre à l'édifice. Mais vraiment, je dis encore, il faut que le président de la République, bien qu'il ait donné les clés pour créer cela, ait un regard, soit un comité de suivi pour ça, afin qu'il n'y ait pas de corruption, comme a dit le président Badakani. C'est ça, en fait, le mal du Cameroun. Le Cameroun souffre de ce virus qui est plus fort que le coronavirus. Il tue l'économie du Cameroun à cause de ça. Deuxième point, je dis à mes amis ivoiriens que j'aime beaucoup, que la Côte d'Ivoire est une nouvelle colonie française, comme en 1893, la dernière résistance des Abé a cédé à le décret de cette colonisation et la dernière résistance de cette opposition qui n'a pas pu faire grand chose face à l'oppression de la France via M. Ouattara a fait que, officiellement, ils ont présenté les nouveaux colons. Vous-même, vous avez vu,
que les invités n'étaient en grande partie que des Européens. Ça fait très mal et c'est triste. Mais je pense que, comme on dit, l'année n'est pas encore finie. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura ce qu'on appelle le sursaut national pour chasser tous ces bandits du territoire ivoirien. Je termine, M. Ngomo. Le thème qui m'intéresse, c'est celui de Centrafrique. Vous savez, beaucoup ont parlé. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que la France sait qu'elle a perdu le Centrafrique. Elle ne peut rien devant Moscou. Moscou a une dent contre elle depuis la non-vente de ports hélicoptères. Il y a de cela 7 ans, M. Hollande. Donc, elle a décidé aujourd'hui de rentrer là où la France avait fermé. Et je pense que tout ce qu'ils font, c'est le bruit, c'est le, comme on dit, zizanie, du blablabla. Ça ne va aboutir à rien. Elle va perdre le Centrafrique, elle va perdre le Tchad, elle va perdre le Congo après les élections, elle va perdre tout. Ainsi, il faut maintenant que nous sortons de cette salmonelle et puis créer quelque chose de nouveau pour l'année future. Merci beaucoup, Afrique Média. And back. Merci à vous, Peter. Alassane Ouattara a été élu le 31 octobre pour un troisième mandat très controversé, avec 94,25% des voix, au terme d'un scrutin boycotté par l'opposition et marqué par des violences qui ont fait 85 morts entre août et novembre. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.